Ce soir, alors qu'on se prépare à ouvrir les vannes de la vaccination massive au Canada, jusqu'à quel point les Canadiens sont enclins à se faire vacciner? On pose la question au sondeur Jean-Marc Léger, qui a aussi tâté le pouls des électeurs à travers tout le pays sur leurs intentions de vote. Inconduite sexuelle dans l'armée, l'ex-juge Louise Arbour mènera une enquête indépendante. Avec Joël Denis, Althia et Conrad, on analyse les dossiers chauds de la semaine politique. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Alors que le nombre de Canadiens aux soins intensifs n'a jamais été aussi élevé depuis le début de la pandémie, le rythme de la vaccination s'accélère au pays. D'ici la fin de la semaine, le Canada aura reçu près de 2 millions de doses du vaccin Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson. Et à partir de la semaine prochaine, Pfizer augmentera sa cadence à raison de 2 millions de doses par semaine. Malgré ça, cet après-midi aux communes, le chef de l'opposition Erin O'Toole a encore une fois reproché au gouvernement Trudeau de ne pas en faire assez. La troisième vague et les variants ravagent notre pays. D'une nation à l'autre, les provinces prennent des nouvelles mesures. Les États-Unis ont administré 220 millions de doses, mais le Canada, moins de 6 % de cela. Le gouvernement savait qu'il ne recevrait pas les vaccins à temps. Donc, pourquoi il a laissé la frontière ouverte? L'honorable ministre. Monsieur le Président, les faits aujourd'hui sont ici. L'ensemble de la base de production de vaccins était en pleine expansion en janvier et février. Maintenant, nous avons dépassé notre objectif au premier trimestre et nous sommes dans le 3e rang des pays de G20 pour l'administration des vaccins. Pendant ce temps, le Québec lance officiellement l'ultime étape de sa campagne de vaccination, c'est-à-dire celle de la population en général. Dès la semaine prochaine, les vaccins seront offerts aux Québécois de façon graduelle, par tranche d'âge. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, donne tous les détails. Dès demain, les personnes de 50 à 59 ans pourront prendre rendez-vous sur Clic Santé. Par la suite, on va descendre par tranche d'âge de 5 ans à tous les 2 jours. Et ça, c'est bien important. Ça va se faire en fonction de l'âge, encore une fois, mais de l'âge des personnes et non en fonction des années de naissance. Alors qu'on se prépare à ouvrir les vannes de la vaccination au Québec et au Canada, la question qu'on se pose maintenant, c'est jusqu'à quel point on est enclin à se faire vacciner au pays. Je vais poser cette question à Jean-Marc Léger, président de la firme nationale de sondage Léger. Bonjour, Jean-Marc. Oui, bonjour Esther. Bon, vous avez justement sondé les Canadiens récemment sur leur, je dirais, disposition à se faire vacciner. Je vous demanderais d'abord, au moment où on se parle, là, dans quel état d'esprit sont les Canadiens face à la vaccination? Oh, les Canadiens sont très ouverts d'un océan à l'autre. Vous savez, on mesure ça, nous, à toutes les semaines pour la presse canadienne depuis le début de la pandémie pour justement voir l'évolution d'événements. Puis sur la vaccination, c'est un élément clé. En octobre dernier, Esther, seulement 63 % des Canadiens disaient qu'ils voulaient être vaccinés. Les autres n'étaient pas nécessairement contre, mais il y avait beaucoup d'interrogations. Dans notre sondage de cette semaine, on grimpe à 80 %. Et ça, c'est systématique depuis octobre dernier. Là, le niveau d'appui à l'égard de se faire vacciner a monté de façon importante. Fait que 80 %, c'est énorme. Et les 20 % qui disent non, ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas vacciner. Il y a des gens qui ne seront jamais vaccinés, mais les autres sont encore indécis et restent à convaincre. Fait que c'est quand même un taux de pénétration important, surtout qu'on sait que pour s'assurer d'avoir une immunisation collective, oui, ça prend un peu plus de 70 %. Donc, on a des chiffres qui sont acceptables. J'aimerais vous entendre maintenant, Jean-Marc, sur la sécurité des vaccins. Qu'est-ce qu'on en pense? On sait qu'il y a eu ce décès tragique cette semaine d'une dame au Québec qui est morte d'une thrombose après avoir reçu le vaccin d'AstraZeneca. Les autorités de la santé nous ont dit que ce décès-là n'avait pas eu d'impact vraiment sur la campagne de vaccination, même sur la prise de rendez-vous pour le vaccin d'AstraZeneca. Est-ce que, dans l'ensemble, les Canadiens jugent que les vaccins sont dangereux ou sécuritaires? Probablement sécuritaires puisqu'ils sont si enclins à se faire vacciner. Oui, exactement. On a 80 % qui sont prêts à se vacciner, 82 % disent que c'est sécuritaire, un autre petit 11 % qui doute un peu, mais c'est le 7 % qui est important dans ce tableau-ci. Ça, ce sont les irréductibles.
Les gens qui ne croient pas au vaccin, qui ne veulent pas se faire vacciner, qui ont peur pour leur santé ou par principe individuel. Il y a toutes sortes de raisons. Il faut les respecter aussi, vous savez, parce que faire injecter un vaccin dans le corps, c'est aussi un choix personnel. Parce qu'on a suffisamment de gens pour créer l'immunisation qu'on n'a pas besoin d'insister, ça n'a pas besoin d'être obligatoire, les gens vont l'accepter. Mais ça va être aux États-Unis le problème dans certains États, par exemple américains, où le taux est extrêmement faible, et là, il n'y aura pas le facteur de protection collective, ce qui n'est pas le cas ici au Canada. Donc, un 7 et c'est un taux qui baisse, Esther, entre vous et moi, de 1 par semaine. Ah, donc il y a de l'espoir que de plus en plus on va avancer dans la pandémie, plus les gens vont vouloir finalement revenir à une vie normale et se faire vacciner. Il y a quand même la crainte du vaccin AstraZeneca, mais la crainte n'est pas suffisante pour empêcher les gens de se faire vacciner parce que la majorité des gens, dans leur quotidien, ils demandent à ta belle-sœur, au beau-frère, quelqu'un, puis tout le monde s'est fait vacciner, puis les effets secondaires sont moindres. Et ça, l'expérience personnelle des gens, c'est ce qui permet d'améliorer l'ouverture face au vaccin. On a beau lire dans les journaux, voir dans les médias, tant qu'on ne l'a pas vécu personnellement, et la majorité des histoires sont positives. Il y a toujours un cas qui fait la une des journaux, là, comme n'importe quoi, mais globalement, les gens sont prêts. Donc, et évidemment, l'expérience des autres autour de nous, ça compte pour quelque chose, on le voit. Il y a un autre aspect de la COVID que vous avez sondé, Jean-Marc, qui est particulièrement, je dirais, intéressant, mais plus difficile à jauger, c'est l'impact sur la santé mentale. Ça fait 14 mois qu'on est plongé dans cette pandémie, 14 mois de consignes sanitaires, d'absence d'interaction sociale. Jusqu'à quel point ça finit par se faire sentir sur la santé mentale des Canadiens? On a vraiment un Canada divisé en trois. Vous avez 36 des gens qui se disent en excellente santé mentale. Puis vous avez des gens qui ont une perception qui sont en bonne santé, mais les deux derniers en bas, là, mauvaise ou très mauvaise, vous avez 23 des gens qui ont une mauvaise ou très mauvaise santé mentale. Là, c'est un autodiagnostic. C'est pas le psychiatre ou le médecin qui est allé à la maison des gens, c'est comment les gens le ressentent. Et là, on mesure ça semaine après semaine, et c'est relativement stable depuis Noël. Il y avait eu une montée à Noël quand les mesures coercitives étaient plus importantes. Ouais. Le facteur, c'est que derrière ça, ce qui est inquiétant, ce sont les jeunes. Parce que si c'est 23 dans l'ensemble de la population, ça grimpe à 35 auprès des jeunes. Imaginez là, un jeune sur 3 estime que sa santé mentale est mauvaise. Vous avez 3 enfants à la maison, il y en a 1 sur 3. Ou sur la rue, là, vous voyez les enfants, 1 sur 3. Ça, c'est énorme. Et ça peut avoir un impact à plus long terme. Les enfants ont besoin de liberté. Et ça, c'est ce qui va être le plus dur à gérer maintenant et surtout après la crise. Parce que ça a une incidence sur le fait qu'ils prennent davantage de pilules, qu'ils ont vécu un stress qu'ils ne sont pas capables de gérer. Ça a une incidence sur le reste. Ouais. Si vous permettez, Esther, un élément majeur. Avant la pandémie, vous aviez à peu près 1 sur 5 qui avait déjà un problème de santé mentale. J'ai mesuré dans un sondage quelque chose qui m'a fait tomber de ma chaise. 24 des jeunes ont déjà eu un problème de dépression. C'est véritablement un nouveau phénomène de société. Et la pandémie, ce qu'elle fait, elle ne fait qu'accélérer ce phénomène-là qui existait déjà avant. Au lieu de 24, on est rendu à un peu plus du tiers des gens qui ont ces difficultés-là. Et ça, c'est un enjeu qui est plus large que la pandémie, c'est un enjeu sociétal. Oui, c'est vraiment le temps qu'on en sorte de cette pandémie. Jean-Marc, sur la satisfaction à l'égard de la gestion de la COVID maintenant, on sait que c'est géré par les provinces. Au Québec, les Québécois se sont montrés de façon assez constante, je dirais, satisfaits du premier ministre François Legault. À l'opposé, en Ontario, c'est pas le cas pour le premier ministre Ford, pas le cas non plus en Alberta pour Jason Kenney. Quelles sont les provinces où on est, je vous dirais, le plus satisfait de la gestion de la pandémie et les provinces où on est le moins satisfait de la gestion de la pandémie? De façon générale, on est à 49 satisfait du gouvernement fédéral et à 50 de la province en moyenne. Là, vous avez le tableau devant vous par province. Il y a des écarts importants dans l'Est du Canada, dans les provinces atlantiques et au Québec. Les taux sont extraordinairement élevés. Quel politicien n'aurait pas aimé avoir 70 d'appui sur sa politique? Mais quand on franchit le Québec, on arrive en Ontario, on arrive maintenant à regarder dans l'Ouest et surtout en Alberta avec 30 c'est des taux qui sont extrêmement faibles, surtout que la majorité d'entre eux, Rob Ford par exemple, avait un taux de satisfaction de 80 au début de la pandémie. Et il a perdu des points tout au long de la campagne et là, avec la recrudescence des cas et de la troisième vague en Ontario, les données sont de plus en plus négatives. Et donc, ça se gère beaucoup moins. Donc, le Québec va bien. Le Québec est satisfait de son gouvernement, relativement plus positif, suivi des provinces atlantiques et de la Colombie-Britannique. Ça, c'est les 3 endroits où on gère bien.
La difficulté principale est en Alberta, suivie de l'Ontario et des Prairies. Donc, il y a plusieurs Canada et les gens réagissent de façon différente selon la région du pays. Mais forcément, c'est lié aussi au nombre de cas et aux difficultés, au nombre de morts qu'il y a eu au Québec. Le Québec a été heurté très, très fortement au début de la première vague. Maintenant, la deuxième vague, c'est l'Ontario. Oui, c'est ça, et c'est très difficile pour Doug Ford. Pour terminer, Jean-Marc, tant qu'à vous avoir avec nous, avec le budget de la ministre Freeland qui a été sans surprise adopté aux communes, les rumeurs d'élections ce printemps à l'échelle nationale là, au pays sont définitivement écartées. Mais ça pourrait être partie remise à la fin de l'été ou peut-être à l'automne, alors qu'on va être plus avancé justement dans la vaccination au pays. Vous avez aussi pris le pouls des Canadiens à ce sujet-là. Quelles sont les intentions de vote actuellement à l'échelle nationale à l'égard des partis? C'est relativement stable. Hein? Le Parti libéral a 34 %. Il a perdu 1 ou 2 points au cours des dernières semaines. Et il avait obtenu, si on s'en rappelle, 33 % aux élections de 2019. Donc, le score qu'il a obtenu, c'est le même aujourd'hui. Les conservateurs, eux, ont perdu des points. Ils ont eu 34 % sous Andrew Scheer à l'élection de 2019, sont à 28 % aujourd'hui. C'est pour ça qu'on n'a pas d'élection, hein? Parce que pour les conservateurs, ça serait une difficulté d'aller en élection. Le NPD fait un peu mieux que dans le passé et on sous-estime aussi la popularité de Jack Metzing, qui est très populaire comme chef de parti. C'est le seul qui est plus populaire que son parti. Le Bloc relativement stable, quelques points perdus au Québec. Et le Parti vert, ben là, c'est toujours une interrogation. Pour les sondeurs, on a tendance à toujours les surévaluer entre les élections. Puis rendu aux élections, ils perdent des voix. Ouais. Donc, vous voyez, ce que ça dit, c'est qu'on aurait les mêmes résultats qu'actuellement ou peut-être une meilleure performance en termes de sièges pour le Parti libéral. Donc, l'opposition n'est pas pressée de se lancer en élection, surtout que le peuple ne veut pas d'élection à ce moment-ci. Il préfère attendre à l'automne prochain. Mais c'est un gouvernement minoritaire qui dure en moyenne 18 mois. Depuis le début de l'histoire du Canada. On a dépassé les 18 mois. Donc, tôt ou tard, à mon avis, à l'automne, on sera en élection. Il faudra voir, parce que, bon, on est évidemment dans un contexte de gouvernement minoritaire. Vous le dites, si les libéraux espèrent redevenir majoritaires au terme de la prochaine élection, bon, on le dit que la majorité, on le dit depuis le début, ça va jouer au Québec et en Ontario, évidemment. Je vais terminer avec ça rapidement. Quel est le portrait de la situation, des intentions de vote actuellement dans les deux provinces où ça va jouer cette prochaine élection, le Québec et l'Ontario? Au Québec, la question est assez particulière parce que les libéraux obtiennent plus que la dernière fois à 36 et le Bloc un peu moins à 29. Il a obtenu 32 %. Donc, vous voyez, là, ça joue à quelques sièges, mais la bataille au Québec est véritablement entre le Bloc et le Parti conservateur, à l'extérieur de Montréal. Donc, plus les conservateurs montent, plus le Bloc descend. Fait que ça touche pas beaucoup le Parti libéral à ce moment-ci au Québec. En Ontario, ben, toute la clé est là. Dans le 905, le Parti conservateur a chauffé le Parti libéral et encore là, avec des résultats comme celui-là, ça joue serré aussi. C'est pour ça qu'on joue à quelques sièges dans une élection. Il n'y a personne aujourd'hui, Estelle, qui peut prédire ce qui va se passer, sauf de dire que ça va être une élection serrée. Il y a une seule différence. C'est qu'Andrew Scheer n'était pas un homme sympathique. M. O'Toole l'est davantage. Quand les projecteurs vont être sur Erin O'Toole, on va découvrir le vrai personnage. Et ça, il y a toujours un élément d'incertitude dans l'élection. Et celui qui est nouveau a toujours un avantage. Donc, M. Trudeau, M. Singh, M. Blanchet étaient là la dernière fois, alors que M. O'Toole, c'est vraiment la wild card, la carte qu'on ne peut pas prédire comment il va réagir à l'élection. Donc, encore une fois, ça va être une élection que les sondeurs et les médias vont adorer, Esther. Effectivement, et on va très certainement s'en reparler d'ici les prochaines élections, de cet effet peut-être O'Toole et autres effets dans cette campagne électorale. Jean-Marc Léger, c'est toujours très instructif de vous entendre, président de la firme de sondage national Léger. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a des suites aux histoires d'allégations d'inconduite sexuelle dans les forces armées canadiennes. Le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a confié à l'ancienne juge de la Cour suprême, Louise Arbour, la tâche de mener une enquête indépendante sur la façon dont l'armée gère ses plaintes d'inconduite sexuelle. Cette nomination de Louise Arbour, ce sera justement notre premier sujet d'analyse avec Joël Denis, Althia et Conrad. Bonsoir à vous trois. Bonsoir, Esther. Bonsoir. Louise Arbour, évidemment, c'est une femme qui est très crédible, mais c'est une deuxième enquête indépendante d'une juge de la Cour suprême après l'examen de la juge Marie Deschamps en 2015 sur ces cas d'inconduite sexuelle dans l'armée canadienne. Althia, je vais commencer avec vous. Est-ce que cette nomination de Louise Arbour, ça va être suffisant pour mettre fin à cette crise politique pour les libéraux? Non.
Mais c'est clair que c'est ce qu'ils espèrent. J'essaie de changer la narration, que ça ne soit pas au sujet des gens dans le bureau du premier ministre puis du premier ministre lui-même, parce qu'on sait, hier, mercredi, les conservateurs ont mis une plainte à la Chambre que le premier ministre avait menti à la Chambre en disant que lui, il savait pas, le bureau du premier ministre ne savait pas que c'était une plainte de nature MeToo. Mais on sait, avec les documents que le comité a reçus, en fait, les gens autour du premier ministre, ils discutaient de l'affaire comme la plainte qui avait été présentée devant le ministre Sajjan, que c'était une plainte de matière sexuelle. Alors aujourd'hui, on essaie de rendre le problème un problème systémique et pas un problème de M. Trudeau et des gens autour de M. Trudeau. C'est un problème systémique aussi, je devrais dire. Si le rapport, on prend les recommandations de Mme Arbour, je devrais dire, on ne sait pas s'il va y avoir une élection avant que le rapport lui-même est publié. Même les recommandations intérimaires, c'est ce que M. Sajjan a dit qu'il allait agir sur les recommandations intérimaires. Il demande à Mme Arbour de faire une chose que Mme Deschamps avait déjà fait dans son rapport du printemps de 2015, c'est d'établir un organisme à l'externe de la chaîne de commande, à l'externe du ministère des Affaires étrangères et des Forces canadiennes pour recevoir ces plaintes-là et les enquêter. Puis là, il demande essentiellement qu'elle fasse le même travail que Mme Deschamps avait déjà fait. Puis je pense que c'était une bonne chose que nos collègues ont vraiment poussé cette question-là parce que ils auraient pu faire quelque chose durant les dernières 6 années et ils ont choisi de rien faire à ce sujet-là. L'autre chose qui est intéressante, c'est que Mme Arbour, elle reçoit le mandat de regarder qu'est-ce qui se passe dans les cours, dans le système judiciaire militaire, parce qu'on sait que, contrairement à ce qui se passe dans les cours judiciaires ici sur la rue Elgin, par exemple, les gens peuvent, les accusés ici, ils peuvent plaider à des causes administratives. Alors, ils échappent une conviction dans le code criminel pour des plaintes administratives. On a vu dans les chiffres qu'ils ont été présentés à la Chambre des communes cette semaine qu'il y a 216 cas juste dans les dernières 5 années de gens qui ont plaidé pour des causes administratives et qui n'ont pas eu des convictions criminelles. Ouais. Joël Denis, Althia nous dit que donc ça ne vient pas mettre le couvercle sur la crise. Jusqu'à quel point ça pourrait être embarrassant pour les libéraux, toute cette affaire-là, lors de la prochaine campagne électorale? Bien, évidemment, la nomination de Mme Arbour vise à gagner du temps, parce que c'est un peu une controverse qui prend l'ampleur, qui embarrasse beaucoup le premier ministre lui-même et le ministre de la Défense, Harjit Sajjan. Donc, on veut gagner du temps. Et ce qu'on fait, c'est on reprend un peu l'exercice qui, comme Althia l'a dit, l'exercice qui a déjà été mené par l'ancienne juge Marie Deschamps. Donc, plusieurs se posent la question, quel est l'objectif? Ça semble un peu futile, mais il y a peu de chances que le rapport en question soit présenté, le rapport de Mme Louise Arbour soit présenté avant les prochaines élections. Donc, évidemment, ça va être un enjeu durant la prochaine campagne électorale parce que, à l'heure actuelle, le Parti conservateur, notamment, ne lâche pas le morceau, talonne le gouvernement quotidiennement sur cette question parce qu'il voit que M. Trudeau et M. Sajjan n'ont peut-être pas été aussi, comment dirais-je, transparents dans cette affaire. Honnête, Joël Denis. Honnête. Bon, justement, Conrad, sur le ministre Sajjan, Joël Denis vient d'en parler, il est critiqué constamment par l'opposition pour sa gestion dans ce dossier-là. On sait que l'ombudsman des Forces armées a dit avoir informé le ministre en 2018 des allégations contre le général Vance. Est-ce que le ministre Sajjan devrait toujours avoir la confiance du premier ministre Trudeau? Bien, pour l'instant, il semble l'avoir et c'est ça qui est le gros mystère dans tout ce dossier-là, que M. Sajjan, pour qui il reste encore beaucoup de questions sur quand il a su, comment il l'a su, à qui il l'avait dit, sur les allégations par rapport au général Vance. Il n'a pas répondu à ces questions. Il y a des demandes qu'il démissionne chaque jour. Il ne semble pas avoir la confiance des gens qui autour de lui. Mais M. Trudeau ne va pas sacrifier un ministre avant d'aller en élection cette année. Et c'est ça la chose la plus étonnante dans tout ce dossier. Oui, c'est ça. Et ça risque de continuer à suivre à la prochaine campagne électorale. J'aimerais vous entendre sur la loi spéciale pour forcer le retour au travail des débardeurs au port de Montréal.
La loi a été adoptée la nuit dernière aux communes. C'est un conflit qui dure depuis 2 ans et demi. La grève l'an dernier avait coûté 600 millions à l'économie canadienne. Althia, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont les libéraux ont géré ce dossier-là? C'est pas surprenant. En fait, je pense que le NPD va essayer de rappeler les gens, surtout de la gauche, que les libéraux ont pris cette action-là. On a vu que le NPD, le Bloc, le Parti vert ont voté contre, mais le gouvernement, en bout de ligne, est chargé d'assurer que les choses bougent, comme on avait vu avec les manifestations auprès des rails l'année dernière. Le blocus ferroviaire. Exactement. La ministre du Travail, Philippe Notasi, elle a mentionné durant le débat dans la Chambre des communes hier soir que si la grève continuait, ça coûterait à l'économie 40 à 100 millions de dollars par semaine, mais aussi que c'était maintenant une question de vie et de mort parce qu'il y a beaucoup de matériaux médicaux nécessaires à répondre à la pandémie qui est bloqué. Je vais dire que je suis probablement certaine que même si on n'était pas en pandémie, le gouvernement aurait pris la même décision, mais c'est pas surprenant. Oui, Conrad, ça fait quand même, je le disais d'entrée de jeu, 2 ans et demi là, que ce conflit-là dure. Les négociations jusqu'à maintenant n'avaient strictement rien donné. Est-ce que le gouvernement Trudeau a quand même trop tardé avant de finalement intervenir? C'est une question difficile parce qu'il faut donner une chance à la négociation. C'est toujours le cas. Je sais que ça dure depuis longtemps, mais finalement, il a mis ses culottes et il a décidé de gouverner. Parce que c'est ça, gouverner, c'est faire des choix difficiles. C'est facile pour le NPD et le Bloc de dire que c'est épouvantable qu'on viole les droits des travailleurs de négocier en bonne foi. Mais je pense que voilà, je pense que personne. On a vu cette semaine que même la mairesse de Montréal s'était dit d'accord avec la décision du gouvernement Trudeau et elle n'a rien d'un politicien de l'extrême droite, là. Donc, ou même de la droite. Joël Denis, Conrad parle du Bloc québécois. Je veux vous entendre justement sur la stratégie du Bloc québécois parce que le Québec, le gouvernement Legault fait partie de ceux qui ont demandé à Ottawa cette loi spéciale, qui ont demandé au gouvernement Trudeau d'intervenir. Or, le Bloc québécois a voté contre la loi spéciale. Est-ce que c'est un pari risqué pour le Bloc? Ça l'est dans une certaine mesure parce que le monde des affaires s'est carrément mis tout son poids derrière la position du gouvernement de Justin Trudeau. Je peux comprendre la stratégie du Bloc québécois. Le Bloc québécois, autrefois dirigé par Gilles Duceppe, était proche du milieu syndical. Donc, n'avait pas le choix que de s'acoquiner davantage encore avec le milieu syndical, d'autant plus que le NPD prétend être le vrai parti qui défend les droits des travailleurs. Donc, il y avait une sorte de concurrence indirecte ou discrète entre le Bloc québécois et le NPD pour savoir qui allait mieux défendre les droits des travailleurs, les débardeurs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi au port de Montréal, c'est que c'est un port névralgique pour l'ensemble de l'économie canadienne. Oui, ça sert les intérêts de Montréal et du Québec, mais au port de Montréal arrivent aussi des pièces pour l'industrie automobile de l'Ontario, amène aussi le grain qui vient de l'Ouest pour les exportations vers l'Europe. Donc, c'est tout l'ensemble du pays, de l'économie, de la chaîne d'approvisionnement qui est affectée, d'où les pressions énormes venant non seulement du monde des affaires au Québec, mais aussi de l'Ontario, de l'ensemble du pays qui demandait au gouvernement Trudeau d'agir ne pas tarder et de rétablir les activités au port de Montréal. Sur les 100 premiers jours maintenant du président Joe Biden aux États-Unis, c'est une étape importante qui a été franchie cette semaine. Joe Biden, je pense que tout le monde s'entend pour dire qu'il a été assez productif, a mis de l'avant toutes sortes de mesures d'aide pour les Américains, a annoncé le retrait des troupes en Afghanistan, il y a un plan d'environnement. Il y a aussi son méga programme d'infrastructure de 2 000 milliards de dollars qu'il veut faire adopter au Congrès. Althia, on a aussi quand même assisté à un changement de ton envers le Canada par rapport à l'administration précédente, l'administration Trump. Vous en retenez quoi, vous, des 100 premiers jours du président Biden? C'est très poli, ça, j'espère. Le changement de ton. Ouais. C'est très productif. J'ai trouvé, il y avait un commentaire récemment dans le New York Magazine où apparemment Donald Trump avait donné un discours, puis qui avait donné un nouveau petit nom à Joe Biden. Maintenant, c'est Joe Biden le Saint.
Puis le texte racontait que M. Biden, qui donne très rarement des entrevues, tu sais, c'est vraiment pas le président, comme le président Trump qui voulait parler tout le temps, mais qui faisait des fois pas beaucoup de choses. Peut-être que les gens voulaient pas qu'il fasse plus que ce qu'il fallait, parce que quand il bougeait, ça bougeait peut-être un petit peu trop. Mais en tout cas, l'article nous parlait du fait que M. Biden, le président Biden, il fait plein de choses incroyables, mais il n'en discute pas. Puis d'une manière, c'est peut-être une stratégie très intelligente parce que ça divise moins les gens. Et tu sais, on regarde Fox News, puis il nous parle de Dr. Seuss, puis des livres qui n'existent pas, qui sont donnés à la frontière avec le Mexique, au lieu de vraiment s'attaquer aux politiques qui sont devant le Congrès. Il y a quand même beaucoup de choses. Ce qui m'a frappé du discours du président hier soir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu entendre de M. Trump. C'est quand même un discours populiste, mais populiste dans le sens qu'il veut veiller à ce que les gens qui sont plus pauvres, les gens de la classe moyenne, peuvent s'enrichir, peuvent avoir une vie comme le rêve américain dont on parlait dans les années 50, 60, 70. Le temps file. Je veux aller à Joël Denis. Qu'est-ce que vous retenez, vous, des 100 premiers jours du président Biden et des impacts aussi pour le Canada? De gros impacts. On a juste à penser à la lutte sur les changements climatiques. Le Canada doit rimer maintenant sa politique environnementale de lutte contre les changements climatiques à celle adoptée par Joe Biden, qui est nettement plus ambitieuse. Aux États-Unis, on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 %. Le Canada, maintenant, est passé de 30 % à 40 ou 45 % en raison des pressions exercées par Joe Biden. Autre élément important, c'est que sous Joe Biden, on veut augmenter maintenant les taxes des grandes corporations. Ça va avantager probablement le Canada parce que le taux de taxation va redevenir sous la barre de ce qu'il est aux États-Unis. Ça peut donner un avantage concurrentiel aux entreprises canadiennes. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses qui émergent maintenant de Washington depuis l'arrivée de Joe Biden au pouvoir. Non seulement le temps qui est poli et aussi un semblant de normalité. Les Américains qui veulent être de retour dans les institutions internationales, c'est vraiment une bonne nouvelle pour le Canada. Oui, Conrad, je vais vous laisser le mot de la fin parce que vous avez été correspondant à la Maison-Blanche pendant quelques années. On croyait au moment de l'élection de Joe Biden qu'il sera un président de transition, notamment à cause de son âge, 78 ans, il faut le rappeler. Mais il y a de plus en plus d'observateurs aux États-Unis qui croient que Joe Biden sera finalement un président de transformation. On le compare même déjà à Roosevelt, à Johnson. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Bien, c'est super intéressant parce que toute sa carrière politique de presque 50 ans, Joe Biden était connu comme un modéré qui a travaillé les deux côtés de la Chambre du Sénat ou de la Chambre des représentants. Mais il a besoin de l'aile gauche de son parti pour garder le parti uni et il a choisi de frapper fort dès le début avec un ordre du jour très, très, très chargé et très à gauche, très activiste pour augmenter la taille du gouvernement, d'augmenter le filet social, d'augmenter les impôts et les taxes sur les riches. Mais jusqu'ici, c'est un plan. Et le plus dur est à venir. Il va y avoir des batailles colossal au Congrès, au sein du Parti démocrate lui-même, parce qu'il y a des démocrates qui représentent des districts en banlieue qui sont vraiment mal à l'aise avec certains de ces politiques. Mais il a eu jusqu'ici, le seul projet de loi qu'il a réussi à avoir jusqu'ici, c'est son plan de relance de 1,9 milliard de dollars américains. Mais il l'a fait en utilisant une procédure assez controversée qui s'appelle la réconciliation. Il ne peut pas faire ça avec tous les projets de loi. Donc, parlons-en dans 6 mois pour voir si Joe Biden serait plus avancé dans son grand plan. Alors, on verra les défis qui attendent Joe Biden, peut-être dans les 100 prochains jours ou au-delà de ça. Conrad, Althia, Joël Denis, merci beaucoup de vos lumières et on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Absolument. Merci. Bon week-end. Bye-bye. Merci, Asta. Bye-bye. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 29 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain et surtout, d'ici là, continuez à prendre soin de vous. Au revoir.
Bye.